Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur TV5 Monde. À la une de l'actualité internationale, 200 000 Ukrainiens appelés à quitter la région de Donetsk. Volodymyr Zelensky les incite fortement à évacuer cette zone, toujours en proie aux frappes de l'armée russe. En Syrie, des millions de personnes sont dépendantes de l'aide humanitaire dans le nord-ouest du pays où les bombardements se poursuivent. Nous avons voulu savoir comment se passe l'acheminement de ces convois. C'est le nouveau monument phare du Bénin, une statue d'Amazone de 30 mètres de haut. Elle se veut un symbole de force, de courage et de détermination de la femme béninoise. Ces guerrières étaient des combattantes réputées dans cette région. Le président ukrainien a donc lancé un appel à quitter la région de Donetsk face à l'offensive russe. Des combats de très forte intensité s'y déroulent. Le point sur la situation avec Elsa Assalit. L'appel est lancé. Dans une allocution hier soir, le président ukrainien demande l'évacuation immédiate de la région de Donetsk. Une décision gouvernementale a été prise sur l'évacuation obligatoire de la région de Donetsk. Tout est en train d'être organisé. Notre soutien sera total, tant au niveau logistique que financier. Nous avons seulement besoin que la population suive notre décision, prenne cette décision pour elle-même. S'il vous plaît, évacuez, nous vous aiderons. Nous ne sommes pas la Russie. Nous ferons tout notre possible pour sauver un maximum de vies humaines et limiter au maximum la terreur russe. Car l'armée russe gagne du terrain à l'est du pays. Dans la région de Donetsk, l'une des deux divisions administratives du Donbass, les bombardements se multiplient. Ici à Sloviansk ou encore à Soledar, une ville située sur la ligne de front. Vendredi, c'est la prison d'Olenivka qui était touchée par des frappes d'artillerie, faisant une cinquantaine de morts parmi des prisonniers de guerre ukrainiens. Moscou et Kiev se rejettent mutuellement la responsabilité. L'évacuation de la région devient donc inévitable pour les autorités ukrainiennes. Selon la vice-première ministre, la décision est motivée par la destruction des réseaux de gaz et l'absence de chauffage l'hiver prochain. Au moins 200 000 civils vivent dans les territoires encore sous contrôle ukrainien de la région de Donetsk. Et dans ce contexte, en Crimée, une attaque au drone a visé ce dimanche l'état-major de la flotte russe à Sébastopol. Il y aurait 5 blessés parmi le personnel russe. L'Ukraine dément toute attaque. En Irak, des milliers de manifestants ont envahi une nouvelle fois le Parlement hier. Ces partisans de l'influent leader politique Moqtada al-Sadr comptent l'occuper jusqu'à nouvel ordre. Il faut dire que l'impasse politique est totale. 10 mois après les législatives, les députés n'ont toujours pas réussi à se mettre d'accord pour nommer un nouveau président et un Premier ministre. Alors comment le pays en est-il arrivé là? Les explications avec Lisa Muller. Depuis 10 mois, l'Irak n'a plus ni président ni Premier ministre. Une vacance du pouvoir liée aux divisions fratricides entre deux camps chiites ennemis. Aux législatives, en octobre dernier, le mouvement de Moqtada al-Sadr a obtenu le plus de voix. Il tente alors de former une coalition nationaliste pour endiguer l'influence de l'Iran. Mais le courant sadriste échoue à former un gouvernement de majorité. Au lieu de coopérer avec ses rivaux de l'alliance pro-iranienne, Sadr et ses 73 députés démissionnent. Les observateurs craignent aujourd'hui que le leader chiite continue d'appeler ses fidèles à des manifestations de masse pour imposer sa volonté politique, même si cela implique de nouvelles violences. Autre inquiétude, l'Iran pourrait profiter de cette instabilité chronique pour étendre sa mainmise sur l'État irakien via les nombreuses milices armées télécommandées par Téhéran. Depuis la chute de Saddam Hussein, le pays est la proie du chaos. En Iran, des inondations dévastatrices ont fait plus de 80 morts. 30 personnes sont toujours portées disparues. La province de la capitale, Téhéran, a été la plus touchée, mais de nombreuses autres régions sont sinistrées. Et selon les prévisions, le nord et le sud du pays devraient être frappés par de nouvelles pluies dans les prochains jours. En Syrie, plus de 2,4 millions d'habitants dépendent de l'aide internationale transfrontalière, notamment dans la région d'Idleb. Mais Moscou, qui soutient Damas, cherche à interrompre ces distributions depuis la Turquie. Nous avons voulu savoir comment se passe l'acheminement de ces convois. Un reportage de TV5 Monde avec Kevin Berg. Nous sommes à la frontière entre la Turquie et la Syrie, au point de passage de Bab al-Awa. L'une des seules routes pour les convois de l'ONU, acheminant de l'aide alimentaire aux déplacés de guerre syriens de la région d'Idlib, l'un des derniers bastions rebelles. Des convois qui ne pourront bientôt plus passer par ici,
En cause, le veto posé par la Russie, membre du Conseil de sécurité de l'ONU. La Russie fait à chaque fois du chantage à la communauté internationale avec le dossier humanitaire syrien. Elle pose son veto, qu'elle a déjà exercé plus de 17 fois depuis le début de la révolution syrienne. La Russie et son allié, le régime syrien, volent l'aide, en particulier l'aide internationale, et ils la distribuent aux éléments et milices qui les soutiennent. Dans le camp d'Al-Alta, les ressources se font de plus en plus rares. Pour se déplacer de guerre, la situation deviendra intenable si l'aide alimentaire n'arrive plus. Si ce panier de secours nous est coupé, il y aura un désastre dans le camp. Ce sera une catastrophe humanitaire. Les gens mourront de faim. En Syrie, plus de 2 millions de personnes bénéficient mensuellement de l'aide des Nations Unies. Depuis le début de l'année, plus de 4600 camions ont passé la frontière de Bab al-Awa pour approvisionner ce camp et ceux de la région. La Russie cherche à faire passer cette aide par les zones contrôlées par le régime syrien, au lieu d'utiliser le point de passage de Bab al-Awa. Ce régime qui nous a tués, abandonnés, ne peut pas gérer l'entrée de l'aide humanitaire qui arrive pour ceux qui le méritent, qui vivent sous des tentes. Une position assumée par Moscou. Si les négociations entre les membres du Conseil de sécurité de l'ONU n'évoluent pas, plus aucune aide humanitaire ne pourra passer par la frontière de Bab al-Awa dès le mois de décembre prochain. Ce dimanche, c'est le premier tour des élections législatives au Sénégal. 165 sièges de députés doivent être renouvelés pour 5 ans. Un scrutin qui a valeur de test pour le président Macky Sall. Le résultat déterminera s'il se présente ou non pour un 3e mandat. De son côté, l'opposition espère imposer une cohabitation au gouvernement. On vote également au Congo-Brazzaville, mais pour le 2e tour des législatives. Le premier a été remporté par le Parti congolais du travail, au pouvoir depuis 1997. Il a obtenu 102 sièges sur les 151 de l'Assemblée. Ce second scrutin concerne 25 circonscriptions. Les États-Unis décident de réduire leur présence au Mali. Washington a ordonné aux employés non essentiels et à leurs familles de quitter le pays. Pour le département d'État américain, le risque d'attaque terroriste contre les étrangers s'amplifie. Les précisions avec Oumi Diallo. Face à une situation sécuritaire incertaine et toujours plus volatile, les États-Unis rappellent une partie de leurs employés présents au Mali. Le 29 juillet, le département a ordonné le départ du personnel non urgent du gouvernement américain en raison du risque accru d'attentats terroristes dans les zones fréquentées par les Occidentaux. Une décision qui intervient alors que le pays a subi 11 attaques en moins d'une semaine. Au moins 15 soldats maliens et 3 civils ont perdu la vie et l'armée malienne affirme avoir neutralisé une 50aine de terroristes. Malgré tout, certains Américains ne souhaitent pas plier bagages, à l'instar de cette mère de famille mariée avec un Malien qui préfère rester anonyme. Nous, on n'a pas trop peur, même avec ce qui est arrivé à Kati, c'était une cible militaire. C'était pas sur les gens. Si ça arrive, si ça commence d'arriver à Bamako, bien sûr, on va avoir peur. Mais je ne sais pas si on peut faire quelque chose. Parce que, exemple, si je dis que ok, moi j'ai peur, j'ai fui aux États-Unis, je ne peux pas emmener mon mari. Et les processus pour emmener mon mari là-bas, ça peut prendre 1 an et demi, ça peut prendre 2 ans. Mais pour cet expert, le danger est bien présent depuis l'attaque de la ville militaire de Kati, cœur du pouvoir malien. Si cet endroit n'a pu être préservé d'une attaque terroriste, les Américains ont considéré que nulle part au Mali, ils ne peuvent assurer, par les moyens qu'eux ils ont, la sécurité de leur personnel diplomatique. Et ils ne font pas confiance aux forces de défense et de sécurité du pays hôte pour assurer la sécurité de ce personnel. Pour le moment, la France n'a pas rappelé ses employés, mais place tout de même l'ensemble du pays en zone rouge, à l'exception de la capitale Bamako, classée en zone orange. En bref, la chef des députés américains, Nancy Pelosi, est en route vers l'Asie. Elle doit se rendre à Singapour, en Malaisie, en Corée du Sud et au Japon. Mais elle n'a pas précisé si elle passerait par Taïwan pour des raisons de sécurité. Sa possible visite sur l'île est perçue comme une provocation par Pékin. En Algérie, les équipes du journal El Watan sont entrées depuis hier dans une grève illimitée. Une décision qui intervient suite à l'échec de toutes les tentatives destinées à régler le conflit qui oppose la rédaction à la direction du quotidien francophone. Gina Lune-Kiza. D'ordinaire, les couloirs et bureaux de la rédaction du journal El Watan sont beaucoup plus animés.
Mais depuis plusieurs semaines, les employés du plus grand journal francophone sont en grève. Une grève qui a commencé le 12 juillet dernier et qui devient illimitée. Les employés réclament le paiement de leur salaire. Ils n'ont pas été payés depuis le mois de mars, mais ils luttent avant tout pour la survie du journal. Nous voulons par notre action alerter la direction sur la nécessité de mettre en place un plan de relance de l'entreprise. Selon les actionnaires du journal, les comptes de l'entreprise seraient bloqués à cause d'un litige avec l'administration fiscale et la banque. Les difficultés financières du journal seraient aussi dues au manque de publicité étatique. En Algérie, l'État est le plus gros annonceur. Les règles de la commercialité imposeraient à ce que le Watan soit le support privilégié. Ce n'est pas le cas. Ce risque de fermeture d'Al Watan vient confirmer la crise de la presse en Algérie. Il y a 3 mois, c'est le quotidien francophone Liberté qui disparaissait. Depuis une dizaine d'années déjà, par manque de revenus publicitaires et de vente de journaux, plusieurs quotidiens ont subi le même sort. Au Bénin, une nouvelle statue fait beaucoup parler à Cotonou. Il s'agit d'une Amazone de 30 mètres de haut. Les Amazones, symbole de courage et de détermination, étaient des guerrières réputées. Le pays souhaite désormais en faire une identité. Un reportage d'Emilien David. Elle surplombe Cotonou du haut de ses 30 mètres. Cette statue en bronze d'une Amazone du Dahomey est le nouveau monument phare du Bénin. Elle a été inaugurée ce samedi par le président de la République, Patrice Talon. Cette statue, de toute beauté et de toute grâce, sera à nos yeux et à ceux de nos visiteurs le symbole de la femme béninoise. Un symbole de force, de courage et de détermination. Les Amazones étaient des combattantes réputées qui défendaient le royaume du Dahomey, l'ancien Bénin, jusqu'à la fin du 19e siècle. Des guerrières d'élite redoutables qu'aucun homme, dit-on, ne pouvait égaler. Elles ont combattu pendant des siècles. C'est elles qui ont affronté l'armée coloniale française. Sans elles, il n'y aurait pas eu 2 épisodes de campagne militaire. Pour le gouvernement, cette nouvelle statue est un hommage à la bravoure de ces femmes et à la gloire du peuple béninois. Un nouveau monument qui est en passe de devenir l'emblème de Cotonou. Il n'y a pas une grande statue comme ça au Bénin. Et je suis fier, je suis vraiment fier, je suis content. Avant, on ne voyait ce genre de monument qu'à l'étranger, en France par exemple. Mais maintenant, on a notre monument ici au Bénin. C'est tout un symbole. Et c'est un symbole qu'on ne finira pas de se raconter chaque jour. Chaque jour qu'on viendra regarder cette Amazone, on puisera dedans de nouvelles forces. Le patrimoine et la culture sont aujourd'hui des axes prioritaires pour le gouvernement béninois. 700 milliards de francs CFA, soit environ 1 milliard d'euros, vont être investis en 5 ans pour accomplir, dit-il, une révolution culturelle. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous pour votre fidélité. Excellente suite de programmes sur TV5 Monde.